Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce 11 novembre, nous partons ensemble découvrir l'armistice qui met fin à la Première Guerre mondiale. Le 9 novembre 1918, le Kaiser Guillaume II abdique. Après avoir négocié avec le maréchal Foch, généralissime des armées alliées en France, les parlementaires allemands signent l'armistice, comme vous le savez, dans la clairière de Rotonde. Le 11 novembre 1918 à 11h du matin, le feu cesse sur le front occidental après 4 ans de guerre. Les conséquences de cet affrontement sont très lourdes. Près de 1,4 million de tués sur plus de 8 millions d'hommes mobilisés. On compte également 300 000 mutilés et 2 millions d'hommes souffrant d'une invalidité d'au moins 10%. Vous voulez en savoir plus sur l'armistice? Venez avec moi. Comme vous le savez, la Première Guerre mondiale avait officiellement débuté le 28 juillet 1914 par la déclaration de guerre de l'Autriche-Hongrie à la Serbie. Signé le 3 mars 1918, le traité de Brest-Litovsk, conduisant à la reddition de la Russie, permet à l'armée allemande de concentrer sur le front de l'Ouest toutes ses troupes et arriver à la victoire selon les stratèges allemands. Cependant, l'échec des offensives allemandes en juin et juillet 1918, ainsi que le renfort des alliés américains et britanniques, retire à l'Allemagne tout espoir de victoire. Depuis août 1918, les forces allemandes reculent en bon ordre, mais avec de lourdes pertes sur l'ensemble du front franco-belge. Le sort de la guerre bascule à la mi-juillet 1918, avec l'échec définitif de l'offensive allemande lors de la seconde bataille de la Marne, et les débuts d'une contre-offensive générale alliée. La stratégie préconisée par le général Ludendorff, comme vous vous en doutez, est de remporter une victoire décisive avant la participation des soldats américains au combat. Mais cette stratégie a échoué, et il apparaît évident désormais que l'avantage, tant sur le plan numérique que sur celui des armements, penche du côté des Alliés. Le 8 août 1918, les Alliés réalisent une percée importante au sein des lignes allemandes à l'est d'Amiens, contraignant l'armée allemande à se replier sur la ligne Hindenburg. Le 26 septembre, Foch, commandant en chef des armées alliées, lance un assaut général contre les positions allemandes sur un front de 350 km. Affolé par cette attaque générale et craignant de voir l'ensemble de son front s'écrouler, le haut commandement allemand estime qu'il faut demander l'armistice sans délai. Dans la nuit du 3 au 4 octobre, la demande est envoyée à l'ambassade allemande en Suisse, qui la fait transmettre à l'ambassade américaine par l'entremise du gouvernement suisse. Mais vous l'avez deviné, cette demande divise le camp des Alliés avec d'un côté ceux qui pensent qu'après 4 années de guerre, les combats doivent cesser le plus rapidement possible, et de l'autre, ceux qui estiment que la guerre doit être menée jusqu'à une reddition totale et qu'il n'est pas question de discuter avec le Kaiser Guillaume II. La première demande d'armistice allemande est donc refusée. Un échange de notes se poursuit tout au long du mois d'octobre entre les gouvernements américains et allemands, permettant de préciser les conditions d'un éventuel armistice. Le président Wilson affirme notamment qu'il n'acceptera de discuter qu'avec les envoyés d'un gouvernement représentatif du peuple allemand, ce qui exclut à la fois le Kaiser et les militaires, et que les conditions de l'armistice placeront les Allemands dans l'impossibilité de reprendre la guerre. Au début du mois de novembre, la situation se dégrade considérablement pour l'Allemagne, car ses alliés s'effondrent les uns après les autres. La Bulgarie signe l'armistice le 30 octobre, l'Empire ottoman le 31 octobre, les Autrichiens le 3 novembre. Des troubles éclatent dans l'armée, alors que l'ordre avait été donné à la flotte de haute mer de sortir effectuer un baroud d'honneur. Les marins se mutinent. Un peu partout, dans les pays, des comités de marins, de soldats, d'ouvriers prennent le contrôle de nombreuses villes. À Hanovre, Cologne par exemple. À Berlin, d'importants troubles éclatent également. Dès l'échec de leur contre-offensive de juillet 1918, les Allemands ont compris qu'ils n'avaient plus aucun espoir d'arracher la victoire. C'est que les troupes américaines, fortes de 4 millions d'hommes, arrivent en renfort. Le 3 octobre, le Kaiser Guillaume II nomme à la chancellerie le prince Max de Bade. Vous l'avez compris, il espère que cet homme, modéré, saura obtenir des conditions de paix convenables de la part des Alliés. Cela devient urgent
comme précisé précédemment, car l'Allemagne bascule dans l'anarchie et la guerre civile, cependant que ses alliés cessent le combat et signent l'un après l'autre des armistices. Le 9 novembre au matin, le prince Max de Bade téléphone au Kaiser à Spa. « Votre abdication est devenue nécessaire pour sauver l'Allemagne de la guerre civile », lui dit-il. Guillaume II s'y résout et part en exil. Après l'échec de leur contre-offensive estivale, les Allemands ont compris, dès le mois de juillet 1918, l'imminence de la défaite. La déroute de leurs principaux alliés, l'Empire ottoman de Mehmed VI, l'Empire austro-hongrois de Charles Ier et le Royaume de Bulgarie, ne laissent bientôt plus de place au doute. L'armistice est inévitable. Le Kaiser Guillaume II se résout ainsi à abdiquer le 9 novembre 1918, tandis que la République de Weimar est proclamée le même jour. Comme vous vous en doutez, ces différents événements ne facilitent pas la tâche de la délégation allemande sommée de négocier à Compiègne dans cet environnement politique fluctuant. Matthias Herzberg réussit à obtenir de petites concessions, mais les Alliés, représentés par le maréchal Foch pour la France et par l'amiral Weymis pour le Royaume-Uni, restent intransigeants sur l'essentiel. Les militaires s'étant défaussés de la tâche, c'est un civil, Matthias Herzberg, qui revient à la pénible tâche de négocier l'armistice. En France, cette demande fait débat. Le président de la République Raymond Poincaré et le général Philippe Pétain voudraient profiter de l'avantage militaire pour chasser les Allemands de Belgique, envahir l'Allemagne elle-même et lui signifier l'étendue de sa défaite. Mais le généralissime des troupes alliées Ferdinand Foch et le chef du gouvernement Georges Clemenceau veulent une action moins extrême, car ils ne pensent pas l'armée française capable de se battre encore longtemps et souhaitent en finir au plus vite avec la guerre. L'armistice est signé dans le wagon spécial du généralissime Foch au carrefour de Rotonte, au milieu de la forêt de Compiègne, le 11 novembre à 5h15 du matin. Les Français, encore très attachés à leur terroir et à leur clocher, ne manquent pas de noter que ce jour est la fête du saint patron de leur pays, Saint-Martin, alors très populaire. Les Allemands se voient soumettre des conditions sans aucune marge de négociation. Alors que l'Empire allemand est au bord de l'implosion, le Kaiser Guillaume II abdique et s'enfuit aux Pays-Bas dans la nuit du 9 au 10 novembre 1918. Le chancelier Max de Bade démissionne également et transmet ses pouvoirs au socialiste Friedrich Herbert. Logiquement, le nouveau gouvernement n'était plus possible de différer la demande d'armistice au vu de la grave crise secouant l'Allemagne, comme nous l'avons vu. Le ministre d'État Matthias Herzberg reçoit pour mission de signer l'armistice en essayant simplement d'obtenir quelques atténuations des conditions très dures exigées par les Alliés, comme vous le savez certainement. L'armistice est signé par les représentants allemands le matin du 11 novembre 1918 dans le wagon du commandement du maréchal Foch, installé dans la forêt de Compiègne, dans la clairière de Rotonde. Comme vous le savez, les conditions sont très dures pour l'Allemagne, qui doit remettre une grande partie de son armement et de son matériel de transport. Évacuer tous les territoires occupés, y compris l'Alsace et la Lorraine, ainsi que la rive gauche du Rhin. Sur la rive droite du Rhin, une zone de 10 km est démilitarisée, depuis la frontière hollandaise jusqu'à la frontière suisse. Les Alliés gardent 3 têtes de pont, Mayence, Coblence, Cologne. Tout est fait pour que l'armée allemande soit dans l'impossibilité de reprendre le combat. Quand le lundi du 11 novembre, l'armistice fut annoncé à la population, qui, comme on s'en doute, fut en liesse, que certains ont décrite comme presque démente, se déchaîne dans toutes les grandes villes alliées. À Metz, le 19 novembre, emporté par l'atmosphère, le président de la République Raymond Poincaré et Georges Clemenceau, qui se détestaient, s'affrontent au milieu d'ovations inouïes, tandis que le bâton de maréchal de France est remis au général Pétain. Dans les autres pays victorieux, Angleterre, les États-Unis, Italie, des foules immenses acclament également la fin de la guerre et la victoire. Et pendant ce temps-là dans le monde, le 12 février 1918, les Ottomans lancent une offensive dans le Caucase, l'offensive de la dernière chance. Le 31 mars, c'est le début d'une révolte étudiante en Argentine. Le 12 juin, en Afrique de l'Est, le général allemand von Leito prend Alto Moluque à 200 km de Nampula au Mozambique.
Du 1er au 3 juillet 1918, Von Leito est victorieux des Portugais à Namakura au Mozambique et s'empare d'un important arsenal. Le 18 novembre, au Brésil, c'est une insurrection anarchiste à Rio de Janeiro. L'état de siège est proclamé par le gouvernement fédéral. Le 23 novembre, c'est la reddition des troupes allemandes de Von Leito à Aberconn, en Rhodésie du Nord, sans avoir perdu une seule bataille. Comme on l'a vu, le 11 novembre 1918 à 5h15 du matin, la France et l'Empire allemand signent l'armistice qui met fin aux hostilités de la Première Guerre mondiale. Ce dénouement a mis beaucoup de temps à se dessiner, comme vous vous en doutez. Mais même dans les dernières heures du conflit qui continue à faire rage dans le monde, les combats ne cessent pas immédiatement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.